Fréquence Europa. Fréquence Europa, la radio de la dissidence française. Allez à tous, bienvenue sur Fréquence Europa. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2019. Et pour commencer cette nouvelle année avec Fréquence Europa, on a décidé de recevoir un invité qui est aussi un ami, clairement, qui s'appelle donc Christophe BZH. Je pense que vous connaissez. C'est un artiste qui est donc l'auteur de l'album L'Armée du Silence. Donc bonjour Christophe. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite une bonne année 2019. Meilleurs vœux. Merci. Et puis, tu es aussi avec, évidemment, mon fidèle acolyte, Kargal. Salut, Kargal. Ave à tous, meilleurs vœux pour 2019 et que cette année soit l'année de la reconquête. Yes, évidemment, on espère tous que l'année sera l'année de la reconquête. Pour commencer cette émission, on va tout simplement commencer par te présenter un peu, si tu veux bien, Christophe, étant donné que peut-être que tous nos internautes ne te connaissent pas. Donc, je te laisse te présenter rapidement, si tu veux bien. Très bien. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très plaisir. Donc, merci à tout le monde. Alors, pour me présenter de façon succincte, en gros, je suis un chanteur patriote breton, donc engagé de fait. Et comment dire, je pourrais me définir en tant que chanteur engagé, mais par personne. C'est-à-dire que c'est une formule que j'aime bien utiliser, dans la mesure où mes propos peuvent être assez, comment dire, Politique. Ouais, politiquement incorrect, ce qui me ferme beaucoup de portes. Mais moi, en fait, ma démarche, c'est que je fais de la guitare, je fais de la musique dans mon coin, voilà, en essayant d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et depuis combien de temps fais-tu de la musique? As-tu eu d'autres groupes avant de faire le chanteur patriote? Quel est ton parcours musical? Depuis combien de temps tu joues? Tu joues de la guitare déjà? J'ai 39 ans et j'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans. Et du coup, en fait, j'ai commencé par la guitare électrique, influencé par toutes mes idoles du hard rock, AC/DC, Metallica, Slayer, et voilà, et tous ces génies que tous les métalleux connaissent. Et petit à petit, en fait, dès lors que j'ai voulu intégrer le chant et surtout des thématiques à ma musique, les textes, voilà. J'ai commencé à chanter donc en français, voilà, pour m'exprimer le mieux possible, parce que le français c'est la langue que je maîtrise le mieux quand même, évidemment. Et donc de ce fait, je me suis improvisé et même découvert chanteur engagé, comme dans la grande tradition des chanteurs engagés français, tels que je sais même pas trop qui citer, parce que c'est vrai que sur ce terrain des chanteurs engagés, finalement, des vrais chanteurs engagés, c'est-à-dire qui risquent de prendre des coups ou qui se ferment des portes, il n'y en a pas tant que ça. Alors c'est pas du tout prétentieux, c'est que moi, tu vois, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit comme ça. Je pense qu'il y a des chanteurs engagés, mais je pense qu'ils sont plutôt à gauche. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Kargal. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est que comme la dominante culturelle, elle est à gauche, effectivement, les chanteurs engagés sont à gauche, mais effectivement, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Non, mais tout à fait, c'est ça en fait. Vu que c'est un discours qui est déjà admis par la majorité de l'opinion, quoi. C'est ça. Je pense qu'en fait, pour moi, chanteur engagé veut dire engagé, donc réellement engagé, mais sauf que dans la réalité, c'est engagé à gauche. C'est-à-dire que c'est cégétiste et j'exagère un petit peu, mais pas plus que ça, quoi. L'arrivée des migrants, etc., quoi. C'est souvent ça qui est. Voilà. Quoi. Mais donc en fait, alors Christophe, au début tu as fait de la musique en groupe ou comme ça, tu voulais faire du rock, et à quel moment en fait tu t'es dit je vais privilégier le texte et privilégier ce que j'ai envie d'exprimer et devenir un chanteur pop, folk, le chanteur qui est tout seul avec sa guitare et qui déclame son texte. Et ça a été une volonté de toi-même, ou c'est parce que tu trouvais personne qui partageait tes idées? Ou tu avais envie d'exprimer quelque chose que tu ne retrouvais pas ailleurs? Ah, tout à fait. J'ai voulu exprimer quelque chose que je ne trouvais nulle part ailleurs. D'accord. Donc, tout simplement. Faire la musique que tu aimerais entendre. Exactement, voilà. Je voulais faire de la musique que je voulais entendre. Et je l'entendais nulle part ailleurs. Et ce qui est marrant, parce qu'il y a tout le temps une corrélation qui est faite. Souvent, il y a des personnes qui disent que je suis genre un 16 de droite. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je n'ai pas cherché à singer Damien 16, pour lequel j'ai beaucoup de respect pour certains aspects.
Genre, quand il parle d'amour, pour moi, c'est le meilleur, mais quand il parle de politique, j'ai envie de défoncer sa gueule. C'est encore autre chose. Mais la première maquette que j'ai faite, le premier petit morceau que j'ai enregistré sur mini-disque, des amis m'ont dit, ah, ça me fait penser à Damien 16. Je ne connaissais pas Damien 16. Alors, effectivement, D'accord. Ah, on c'est m'a dit le marrant que tu morceau. connaissais pas avant. Non, vraiment, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à imiter, à singer ou à pomper ses codes. Pas du tout. Et en fait, donc, je connaissais le titre Jeune et con, mais je savais même pas que c'était Damien 16. Donc, D'accord, Tu veux ok. dire que voilà. Donc, le premier morceau que j'ai fait, on m'a dit, ça ressemble à Damien 16. J'ai écouté Damien Damien 16 de 16. droite. Voilà. Ouais, en gros, quoi. Oui, c'est ça. Alors, pour résumer ton style un peu aux auditeurs qui te connaissent pas forcément, c'est vrai que tu as un style musical voilà, qui ressemble un peu à l'univers de Damien 16 sur l'aspect un peu acoustique, avec juste en fait une guitare et une voix, en fait. Est-ce C'est ça. que tu as d'autres mots peut-être pour définir ton style musical? L'engagement pur et sincère. Ok. Ouais, tout simplement. Et alors, donc tu disais que tu avais commencé à jouer et puis chanter un peu à l'âge de 15 ans. Entre-temps, est-ce que du coup, tu avais écrit d'autres morceaux qui sont... Enfin, avant de préparer cet album, en fait, est-ce que tu as écrit d'autres morceaux déjà toi personnellement? Est-ce que, je sais pas, tu as fait des concerts ou tu jouais juste devant tes amis? C'était quoi ton auditoire? Alors en fait, donc j'ai commencé par jouer dans un groupe de métal extrême, de death metal. D'accord. Voilà. Parce que moi de la base, je suis venu à la musique par la guitare électrique. Voilà. Et en fait, je me suis, comme je disais tout à l'heure, dès lors que j'ai voulu intégrer le chant à ma musique, j'ai quitte à dire quelque chose, autant dire quelque chose que je pensais et que je ressentais, que je voulais vraiment dire. Enfin, c'est. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais alors, tu vas me dire si tu es d'accord. Mais le style de ton album Dans le vide, en fait, c'est dans l'Armée du silence, pardon. Excuse-moi pour le lapsus. L'Armée du silence, aussi, c'est un style qu'on pourrait définir quoi comme pop folk, un peu dans la tradition des Dylan ou dans la tradition des mecs qui se posent avec leur guitare et Ouais, il y a un peu de ça. qui peuvent se poser n'importe où avec leur guitare et déclamer des textes. C'est ça, exactement. Et donc, au final, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Au final, c'est le texte qui prime et la musique derrière est plus comme accompagnement, quoi. Alors en fait, dans l'état actuel des choses, c'est le texte qui prime. Je me suis présenté par le texte, mais j'aurais aimé en fait que les deux soient à hauteur égale. La musicalité Et les textes. D'accord. Alors que là, pour l'instant, ce sont plus les textes et le côté Dylan. De par le format acoustique. De par le format acoustique, ouais, tout à fait. Parce que je suis un peu tout seul dans l'histoire. Parce que je manque voilà, j'ai pas de groupe. Former un groupe, c'est très compliqué. Tu pourras le c'est pas évident. C'est pas évident. Faut trouver des musiciens. Qui peut s'accorder, ouais. Faut trouver des musiciens fiables qui jouent bien, qui s'investissent. Et une répète, on sait, on est tous les deux musiciens, Christophe. Ouais. Une répète, c'est 3-4 heures où quelquefois tu répètes un seul morceau. Bien sûr. Donc c'est du travail. Et effectivement, j'imagine que pour toi, c'est plus simple pour exprimer quelque chose que tu as envie d'exprimer à l'instant T. C'est ça. De prendre ta guitare et de poser un truc sans avoir à attendre les éventuels gens motivés qui parfois l'ont à attendre. Tout à fait. Même si je me dois quand même de préciser que sur cet album, il y a donc Seb qui est crédité sur l'album, hein, donc qui est, malheureux à dire, mais un ancien ami, puisque c'est lui qui ne souhaite plus être ami avec moi. Je ne sais pas pourquoi, enfin peu importe. Mais il est en fait responsable de quelques arrangements que je trouve très très bons. Oui, il faut reconnaître. Voilà. C'est dans quel morceau il intervient sur le titre qui ouvre l'album, sur Dans le vide, voilà, sur Télévision et sur Paris Brûle. Et voilà. C'est vrai que c'est parti de guitare. Enfin, moi, pourquoi être un peu le bonhomme quand vous étiez amis, quand j'étais aussi ami avec lui, c'est vrai que ces parties de guitare sont très bien, quoi. Elles sont très bien vues, elles sont efficaces, elles sont, je vais pas dire minimalistes, mais elles sont vraiment à propos. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à tirer la couverture à lui, mais vraiment il a cherché au service de ta musique. Exactement, en fait. Par ses arrangements à se mettre au service de mes mots. Mais d'ailleurs, on peut souligner aussi que sur ton album, en dehors de toi et donc de ce guitariste qui a ajouté des parties supplémentaires, essentiellement pour les lignes de mélodique et de solo, il me semble. En plus, tu as de l'art. Oui, tout à fait. Ton épouse. Tout à fait. Donc ma femme. Donc, elle a participé aussi à l'album? Tout à fait. Donc sur le titre Ma Bretagne, voilà. Donc parce que
Christophe BZH, donc c'est pas un hasard non plus. Oui, je suis effectivement breton. Un petit peu enraciné, même beaucoup. Hein. C'est aussi. Je t'aime bien quand même. Voilà. Bon, voilà. Non, donc ma femme joue de l'harpe sur le titre Ma Bretagne. D'accord, ok. Schizophrène, voilà. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, si je peux me permettre, c'est que le titre Ma Bretagne, donc qui parle donc de la région, enfin du pays breton, excusez-moi les Bretons, pays breton, ce n'est pas une région, c'est un pays. C'est que la harpe, c'est une harpe celtique, c'est ça, c'est de la harpe celtique, donc c'est tout à fait, c'est en accord avec le texte. Complètement. On peut pas faire plus enraciné. Voilà, ouais. Pour le coup, ouais. Alors, on va revenir justement au sujet un peu de la Bretagne, qui est ton pays natal, du coup, j'imagine. Et juste avant, je voulais préciser quelque chose. Donc, on va parler surtout de l'album L'Armée du Silence. Donc, c'est un album qui est sorti il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, en janvier 2017. C'est ça. Et je voulais savoir, comment est-ce que tu as préparé cet album? Est-ce que tu t'es dit, je vais faire un album et du coup, je vais écrire des chansons pour cet album? Ou alors, tu avais déjà quelques morceaux que tu avais écrits à droite, à gauche, et tu t'es dit, pourquoi pas les compiler Enfin, comment ça s'est fait, ce projet d'album? Alors, en fait, pour être très clair, pour cet album, j'ai composé la moitié des titres au moment de la proposition de l'album qui m'a été faite par Cro-Blanc. D'accord. Qu'on ne commande pas. Et sinon, j'avais quand même d'autres morceaux qui étaient prêts. Du coup, donc j'ai fait un mix. J'ai revu quelques paroles que j'ai mis à jour pour coller, pour faire quelque chose. À mon état d'esprit. Voilà, à mon état d'esprit, à l'actualité, à mon enracinement. Voilà. Donc. Oui, mais c'est normal ça. Si tu as des chansons qui datent de plusieurs années, c'est comme tout, on fait des mises à jour pour que ça colle à l'état d'esprit du moment, à ce que tu veux exprimer. Donc en gros, tu dis que tu as composé, grosso modo, la moitié des titres pour l'album. Donc tu les as composés en studio, tu les as composés en acoustique. Tu les as composés dans le studio au moment de l'enregistrement ou chez moi en guitare. En fait, c'est con, mais j'avais plus j'avais plus quoi maqueter chez moi, j'avais plus de PC, plus de carte son. Ce qui fait en fait qu'il y a une partie de l'album qui sonne vraiment acoustique et une autre partie qui sonne plus arrangée. Parce qu'en fait, je suis arrivé en studio avec des titres déjà arrangés, qu'on a réarrangés en studio, mais on avait une base solide avec plusieurs guitares, plusieurs voix et une autre partie plus brute. Mais au final, ça me déplaisait pas, au contraire, ça donnait une touche. Oui, moi je trouve que ça donne un côté un peu authentique et puis on se dit, enfin voilà, pour t'avoir aussi déjà entendu en live, et ben au moins le morceau il est vraiment comme sur l'album parce que c'est au naturel, quoi. Exactement, c'était c'est un petit peu l'avantage de l'inconvénient entre guillemets, c'est-à-dire que vu que j'avais composé entre guillemets dans ma chambre parce que je suis pas un adolescent et j'ai une maison, mais voilà, en fait c'était je le reproduisais de la même manière que je l'avais composé, donc c'était assez simple. C'est bien ce qu'on a dit Christophe, mais alors je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai toujours trouvé moi en tant que métalleux, rocker, machin, que il y a quand même une limite quand on a un groupe, c'est qu'il faut du matos, il faut de l'amplification, il faut du matériel. Alors qu'avec ce style de musique, tu peux te poser au coin d'une rue avec ta guitare et chanter. Et est-ce que c'est pas là pour toi le vrai sens d'un musicien, dans un sens de pouvoir se poser n'importe où, chanter et puis transmettre Tout à fait, mais complètement. C'est ce côté un petit peu. Tu me parlais de Bob Dylan tout à l'heure. Oui. Pour ne pas dire Robert Zimmerman, hein, mais bon, ça c'est une petite. Pour les initiés. Non, mais bien sûr, c'est vrai que c'est le côté pratique de la chose. Mais ce qui ne veut pas dire que dans l'avenir, je l'ai fait une fois. C'est-à-dire que moi, je compte pas me répéter non plus et faire 10 000 fois la même chose. Donc, ce côté un petit peu un peu simple, où on entend une guitare et une voix. Épuré, exactement. Merci. Je compte évoluer vers quelque chose de plus élaboré. Plus travaillé, plus orchestré, exactement. Voilà. Ouais. On va écouter quelques morceaux tout à l'heure, mais juste avant, je voudrais qu'on parle des différents morceaux qu'on trouve sur l'album. Je sais qu'il y en a qu'on peut retrouver assez facilement sur YouTube, donc j'invite vraiment les internautes à aller voir sur YouTube. Vous tapez Christophe BZH et je pense que vous allez trouver assez rapidement les titres. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié, il y a différents morceaux que j'ai bien appréciés, dont notamment Pas de rose ou alors
Regard de Braise ou Ma Bretagne. Est-ce que du coup tu peux peut-être nous parler de ton rapport avec la Bretagne, parce que tu en parles quand même beaucoup, je trouve, dans ton album, et c'est intéressant d'avoir ce côté un peu identitaire et enraciné dans ta région. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, oui, effectivement, enfin, je suis l'archétype du breton, l'enraciné de base. Moi, Donc, voilà, t'es né en Bretagne? je suis né en Bretagne, voilà. Je suis né en Bretagne. Pur beurre. Ouais, pur beurre, ouais, pur beurre. Je pense que si on remonte un petit peu, on trouvera pas autre chose que du paysan breton, ou un truc dans ce goût-là. Et voilà. Et donc, oui, donc j'ai fait le titre Ma Bretagne, qui peut être vu comme un titre un peu kitsch, parce que j'énumère un bon nombre de clichés de la Bretagne, mais il n'y a pas de fumée sans feu, et ces clichés me déplaisent pas, parce que ça relève du bon sens populaire et de ce qui se dit et de ce qui est vrai. Et donc, en fait, le titre Ma Bretagne, pour moi, c'est comme une sauvegarde de ce que j'aimerais transmettre à mes enfants, mes petits-enfants. C'est vraiment la Bretagne que j'aime, celle que je n'aimerais pas voir disparaître. Voilà. Peut-être qu'elle est fantasmée, parce qu'à l'heure actuelle, c'est sûr, j'ai beau être chauvin, je suis pas débile, je sais très bien qu'en Bretagne, on est plus dans le gauchisme que oui, dans c'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant, dans le bon sens du terme, qu'il y ait des chanteurs bretons de droite, comme toi, par exemple. Mais c'est vrai que souvent, quand on pense à la Bretagne, du moins d'un point de vue politique, c'est quand même une région qui vote majoritairement à gauche. Donc, est-ce que t'es pas un peu perdu, on va dire, dans ce pays, dans ce pays gauchiste, entre guillemets? Alors, très bonne question. Écoute, non, parce que je sais m'entourer, et j'ai beaucoup d'amis, et tous mes amis, on va dire, au moment des votes, les Bretons votent majoritairement à gauche. Ouais. Maintenant, j'ai énormément d'amis qui sont tous des enracinés, des gens qui pensent que la France a vocation, et la Bretagne à être et à perdurer dans ce qu'elle a de plus beau. Et voilà. Donc, moi, ça me tient beaucoup à cœur. Et je voulais pas que ça se perde. C'est pas parce qu'il y a des connards de Bretons qui sont pour l'accueil des migrants que moi je dois l'être. Voilà. Et ouais, parce qu'il y a eu sur le papier qu'on est beaucoup à ne pas vouloir de migrants en Bretagne. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, parce que on a pu voir aussi récemment dans l'actualité, justement, qu'il y avait aussi eu quelques installations de migrants en Bretagne, notamment. Enfin, donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de tout ça. Est-ce que toi, ça doit être problématique quand même pour toi qui veux justement défendre l'identité de la Bretagne. Là, tu te retrouves quand même avec un petit conflit interne, parce que c'est des Bretons aussi qui veulent accueillir des migrants, quoi. C'est pas un conflit interne, c'est juste qu'il y a des connards en Bretagne, voilà, et moi j'en suis pas, et mes amis ne le sont pas non plus, et je me refuse, je ne veux pas admettre, et je ne le mettrai jamais, que la Bretagne se résume à des gauchistes. Non, c'est faux. Faut venir, enfin, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. Non, moi je ne côtoie que des gens enracinés, identitaires, enfin même les termes enracinés, identitaires, c'est un peu clivant. Juste des vrais Bretons qui aiment leur terre. Qui aiment leur terre, exactement. Voilà. Qui aiment leur terre, leur tradition. Et voilà. Mais c'est bien, parce qu'au moins, du coup, tu casses un peu les clichés. C'est vrai que les gauchistes en Bretagne, bon, ils sont très nombreux, hein, et ils sont très très nombreux, mais trop nombreux. Et ils ont tendance à confisquer un petit peu le folklore et l'identité bretonne, et à mixer ça avec du gauchisme, comme quoi l'identité bretonne serait forcément liée à du gauchisme, à de l'humanitaire, etc. Or, enfin, ce n'est pas le cas, hein, moi, je peux l'affirmer. Même c'est un peu contradictoire, je dirais, parce qu'ils veulent défendre leur identité tout en ouvrant les frontières, en accueillant des migrants, etc. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une contradiction là-dedans, quoi. Mais ils sont complètement contradictoires, c'est-à-dire qu'ils sont pas crédibles. Ils sont pas, pour moi, ce ne sont pas des personnes avec un cerveau qui fonctionne comme il devrait. Ça marche pas. C'est antinomique. Comme on dit, le gauchisme est une maladie mentale. Hein. Alors c'est un gros terme, c'est Pierre Gall qui le dit. Hein. Bon.
Je plus sois, hein, évidemment. Non, bien sûr, non. Bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, en Bretagne, il y a beaucoup de belles personnes qui sont enracinées et qui ne souhaitent pas voir s'implanter en terre bigoudaine des personnes qui n'ont rien à y faire, tout simplement. Et en dehors de l'identité bretonne, vraiment, enfin les bigoudaines, les fêtes, là, Les fest-noz. Les fest-noz, voilà, pardon, excuse-moi. En dehors du bigouden, du fest-noz, et même, enfin, es-tu attaché à l'histoire de la Bretagne historique, comme peuvent l'être, par exemple, certains nationalistes bretons, l'histoire à Cannes de Bretagne, la réunification de la Bretagne, etc. Est-ce que ça t'importe? Est-ce que tu te dis que c'est un combat qui t'importe, ou est-ce que tu es dans une démarche plus générale d'unité? J'entends très bien ce que tu dis. En fait, tu fais allusion aux identitaires bretons. Tout à fait. Oui, j'en ai beaucoup en amis. Le problème, c'est que c'est pas d'actualité, clairement. Au moment où l'islam s'implante de façon inquiétante en terre bigoudaine, le fait de savoir si on doit devenir indépendant, c'est pas du tout à l'heure du jour. Comment dire, c'est pas du tout ma préoccupation actuelle, vraiment pas du tout. Est-ce qu'en T'es Bretagne, pas indépendantiste breton, quoi. Non, je suis pas indépendantiste, je suis pas indépendantiste. Ouais. Mais je m'entends très bien avec les indépendantistes parce qu'ils ont une forme souvent de naïveté, peut-être qu'ils m'en vont vouloir, mais je pense que s'ils sont assez lucides, ils se rendent bien compte que c'est pas la préoccupation du moment, c'est pas la préoccupation du moment du tout. en même temps, je sais que bon, on peut dire la chose, hein. Je suis en compagnie de Christophe en direct, hein, je suis chez lui, et donc on a passé le réveillon ensemble, et on a passé le réveillon avec des Bretons qui sont identitaires et indépendantistes. Des amis, Des ouais. amis, tout à fait, très très gentils d'ailleurs. Hein, bien sûr. Et en même temps, enfin, c'est vrai que moi personnellement, le désir d'indépendance culturelle, identitaire de la Bretagne, je peux aussi l'entendre. Tant qu'il n'y a pas sécession avec le reste de l'Hexagone, hein, parce que si on dit la France, pas de faire. Mais tant qu'il n'y a pas sécession et qu'on ne devient pas des ennemis, enfin moi je peux très bien comprendre personnellement que les Bretons aient envie d'avoir un parlement breton, justement, parce que qu'est-ce qui est le problème en Bretagne? Ce que les Bretons reprochent beaucoup, c'est la France jacobine, la France centralisateur, parce qu'effectivement, déjà, je suis d'accord avec ça. Hein. Voilà. Quelqu'un dans le Finistère n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un dans le Morbihan. Alors, quelqu'un en Bretagne n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un en Alsace ou en Savoie. Donc, effectivement, la France jacobine centralisatrice, moi, je peux comprendre que les Bretons n'en veulent pas. Oui, après, je pense qu'au-delà d'une... Je me permets juste d'apporter mon petit point de vue, mais au-delà d'une indépendance en fait de la Bretagne, je pense que c'est surtout en fait au niveau de l'État français qu'on devrait aller vers une décentralisation du pouvoir pour que autant la Bretagne que l'Alsace que la Corse puissent revendiquer leur identité sans pour autant créer un nouveau pays, quoi. Je pense pas que ce soit l'idée, mais de favoriser en fait la culture régionale de chaque région française. Tout à fait, mais je pense que tous les Bretons dignes de ce nom, enracinés, en fait, il y a un truc qui se dit en Bretagne, c'est on est breton mais pas français. Alors, c'est pas une chose que je formule de la sorte, mais le fait est que dès lors que je quitte ma Bretagne adorée, je me sens un petit peu déraciné pour le coup. Et je veux rentrer en Bretagne. Et, mais ça, je pense que, enfin, je sais pas, je pense que c'est tout le monde, moi, quand on quitte son pays natal, avec les paysages, de toute façon, chaque région de France a des paysages différents, donc je pense qu'on est tous un peu perdus. Moi, par exemple, je viens des Pays de la Loire, donc c'est pas très loin de la Bretagne, je vois les paysages, et c'est vrai que quand je vais dans le sud de la France, forcément, je me sens pas trop chez moi, quoi. Ça ressemble pas à... Tu es perdu aussi. Ouais, tu es perdu. Non, mais, tout à fait. C'est en fait ce que je voulais dire. De façon plus maladroite que toi, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de... C'est ça, en fait, je pense qu'on est tous enracinés, tous attachés à une terre. Et mais je me sens, voilà, la terre qui nous est vue naître et grandir, mais je suis français parce que je suis français. C'est très con comme réponse, mais c'est aussi très vrai. Je veux dire que tu prends l'histoire comme un grand tout et que de façon pragmatique, t'es né français, mais avec une forte identité bretonne et que tu cherches pas forcément. Exactement. Mais un truc, je vais me servir de mon ami Étienne qui est là à côté de moi. Genre, lui n'est pas breton, mais je me vois mal je me vois mal le rejeter parce qu'il n'est pas breton.
Non, non, Oui, c'est mon frère de évidemment. sang, mon frère de combat, et il est enraciné autant que moi je le suis, sauf qu'il n'est pas enraciné au même endroit que moi, mais c'est pas pour autant que... Non, non, c'est en ça que le combat identitaire breton me dérange. C'est-à-dire que chacun est enraciné là où il est, et il faut quand même... Enfin, comment dire, admettre que le socle français est déjà une bonne base. Quand tu es en Bretagne, tu parles français ou il y a un patois breton qui est encore parlé Non, là où non, t'es? non. Je parle français, je parle français. On D'accord. a quelques expressions, hein. Quand on prend l'apéro, on dit Hermat, on dit pas à la Oui. tienne. Voilà, pour faire rigoler un petit peu le touriste. Non, mais comment dire, c'est plus à l'ordre du jour. Enfin, c'est plus d'actualité. C'est vraiment plus d'actualité. C'est-à-dire que on se fait envahir nous-mêmes. On se fait envahir. Genre, je pense à des villes comme Brest ou Saint-Brieuc où il y a plein de musulmans, il y a enfin, la diversité s'implante de façon. Plus les migrants, hein, depuis quelques Ouais, années. les migrants, voilà. C'est vrai que ce qui est assez malheureux, tu vas pouvoir me confirmer, parce que bon, on était ensemble quand c'est arrivé. C'est qu'on a eu confirmation une fois, Christophe et moi, que dans une mairie, je ne dirais pas dans quelles circonstances, mais on est dans une mairie À Morlaix, pour à se Morlaix. renseigner sur les migrants, comment ça se passe. Et les mairies nous ont expliqué que les préfectures passaient au-dessus des maires. C'était les préfets en association avec des associations humanitaires gauchistes qui passaient au-dessus des pouvoirs Des publics mairies. pour Ouais, imposer tout des à fait. migrants. Tout à fait. Et puis après, ils imposent des migrants. Une manif, c'est pas à Pontivy, c'était ailleurs, je crois, je sais plus. Ils imposent des migrants et après, ils font un référendum. Voilà. Est-ce que Oui, vous êtes c'est ça. d'accord? Non, mais trop tard, en fait. Oui, ils sont déjà là, quoi. Tout à fait. Mais alors, Christophe, tu vas me dire, justement, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Elie, mais moi, la Bretagne, quand j'y suis allé à la base, j'avais envie de retrouver un petit côté village gaulois réfractaire, hein, gaulois réfractaire, comme dit Jupiter, et aussi la France des bistrots. Et bon, je sais que en Bretagne, il n'y a pas de secret, on picole quand même pas mal, hein, pour dire, entre nous, on n'a pas encore fini notre réveillon de jour de l'an, c'est pour vous dire. D'accord. En quelle proportion, Christophe, trouves-tu importante cette espèce de France rurale, cette France des bistrots, cette France simple en fait, de gens simples, mais pas simplés, mais de gens simples. Est-ce que tu trouves qu'en Bretagne, ce côté village gaulois réfractaire et cette France des bistrots, c'est quelque chose qui et l'alcool culturel, est-ce que c'est quelque chose qui t'importe dans l'identité bretonne ou est-ce que c'est quelque chose de complètement Oui, anodin? non, mais bien sûr que c'est très important, mais pareil, sans faire trop mon chauvin, je pense que dans toutes les régions, Élie, tu parlais de ta région à toi, il y a pas de compétition, tu vois, je pense. Enfin, tu peux avoir enfin, tu peux être aussi enraciné que moi sans être breton. Moi, je ne suis pas, je suis chauvin bien sûr, mais j'entends que toutes les petites régions françaises hors des métropoles sont enracinées et ont, voilà, leurs us et coutumes. Et voilà, Oui, et c'est sûr évidemment, qu'on je pense qu'il y a des cultures qui sont très marquées. Par exemple, je pense à la Corse, la Normandie, l'Alsace. Ils ont quand même des identités culturelles qui sont aussi marquées. Enfin, pour moi, c'est comparable en fait un peu à la Bretagne, quoi. bien sûr, complètement, complètement. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une chose, c'est que je me suis rendu, c'était en 2012, avec ma femme, on s'est pris 15 jours de vacances en Corse. Et moi, je pensais retrouver le côté breton, corse, même combat et tout. Pas du tout, hein, pas du tout, hein, Ah franchement, ouais? pas du tout. Ouais, du moins, plus du tout. Je pense qu'ils prennent les Bretons, ils ont peut-être pas tort non plus, hein, je veux peut-être pas me faire que des amis, mais parce que eux, ils sont plus quand même dans le côté identitaire, marqué, avec des barrières, voilà, et ils veulent s'émanciper de la frange jacobine, que nous, les Bretons, bah, pas moi, mais la Bretagne en général, qui est hyper gauchiste, bah, ça plaît pas aux Corses. Voilà. Ouais. Et je l'ai bien compris, je l'ai bien compris. Moi, je suis arrivé en terrain conquis, on me dit, ouais, je suis breton, donc tout va bien. Non, non, on me fait comprendre, breton, c'était valable il y a 50 ans, mais maintenant, vous êtes des tocards. Ouais. Et ça, malheureusement, j'ai beau être chauvin, je connais pas les tocards, mais je l'entends, je comprends ce truc-là. Je vais prendre un exemple, les bonnets rouges qui ont cramé les portiques Ecotax, par exemple. Mm. Ils font des trucs, genre, dès lors que, en fait, tout vient de Bretagne pour moi, quelque part. Dès lors qu'il y a des insurrections, ça vient de la Bretagne à la base. Bah, c'est vrai que je pense que le mouvement qu'on a aujourd'hui avec les Gilets jaunes, enfin, pour moi, il est vraiment, ça ressemble un peu à ce qu'on avait eu justement avec les bonnets rouges à l'époque, quoi.
Mais exactement. Mais moi, souvent, je me gourre, je dis les gilets rouges. Donc, voilà. C'est un à ne pas confondre. Oh, bien sûr. Mais en fait, le problème des bonnets rouges, à l'époque, c'était ils ont cramé les portiques écotaxes, mais au moment de voter, bah, ils votaient pour le PS. Donc, ce que j'appelle des bonnets roses. Donc, c'est quand même dommage, même si sur le terrain, sur le concret, dans l'action, ils sont hyper revendicatifs et il n'y a pas de problème. Tu déplores un manque de cohérence, en fait, Exactement. envers le côté réfractaire et rebelle face à la jacobine et le fait qu'ils votent comme des cons tout à fait. au moment de l'élection. Il y a une incohérence, quelque chose de pas logique et c'est dû au gauchisme. Hein. Il faut avouer que c'est une pathologie qui les atteint. Il faut avouer que, Christophe le sait, Eliane le sait, j'ai vécu quelques années en Bretagne aussi, et il faut reconnaître que pas la campagne bretonne, mais les villes bretonnes, donc Rennes, Saint-Brieuc, Quimper, Brest, ce sont des villes qui sont gangrénées par le Parti socialiste, ce sont des baronnies socialistes. Tout à fait. Zone Antifa, hein, on va à Brest, oui, il y a c'est ça, Antifa. Bien sûr. Et puis il y a énormément, bon là on va me dire complotiste, hein, mais il y a énormément de loges francs-maçonnes à Saint-Brieuc. C'est vrai. 5 loges francs-maçonnes. Je confirme. J'ai mes sources à moi aussi. Effectivement, c'est vrai que. Alors après, je sais pas ce que tu en penses, Christophe. Je pense qu'il faut nuancer le gauchisme en Bretagne dans le sens où le gauchisme en Bretagne il s'exprime surtout à travers les grandes villes, donc à travers des Bretons qui sont plus forcément enracinés, qui sont des Bretons jacobinisés, mais dans les terres, c'est pas exactement la même chose, quand même. Quand tu vas dans des petits bleds, les gens sont peut-être un peu humanitaires parce que le Breton est généreux, mais je suis pas persuadé que dans les terres, ça soit aussi gauchiste que dans les grandes villes, non? Tout à fait, mais je pense, et là je vais contre ma chapelle, mais je pense que tout chauvin que je suis, je pense que dans toutes les bourgades, tous les petits villages de France hors des métropoles, ils sont aussi enracinés que moi je le suis. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu avec les gilets jaunes. Hein. Voilà, et c'est pas propre à la Bretagne, je pense pas. C'est peut-être un peu le combat finalement des pas revendiqués comme ça, mais c'est un peu les citadins contre les ruraux. Exactement. Un mouvement populaire. Et moi, je vais te dire une chose, Élie, c'est que les gilets jaunes, d'instinct, je me suis senti dans l'obligation de participer à leur action. Et je l'ai fait. Et je le ferai pour vous. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Christophe, je sais pas ce qu'en pense Élie, mais je pense qu'on pourrait développer le côté des gilets jaunes un peu plus tard dans le tour d'horizon de l'actualité. Tout à fait. Bah justement, j'allais vous proposer une pause si vous êtes d'accord. Donc, on va faire une pause avec un morceau qui a été choisi du coup par notre invité Christophe et qui est le premier morceau de son album L'Armée du Silence, qui s'appelle Dans le vide. Je voulais ajouter juste une petite question de Christophe, justement, parce que comme il a choisi son morceau, je voulais qu'il nous parle de ce morceau. Pourquoi ce morceau? Qu'est-ce que ce morceau exprime? Dans le vide, déjà, ça donne une impression de vertige. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'as-tu voulu exprimer dans le morceau Dans le vide? Alors, en fait, avec ce morceau Dans le vide, justement, il y a une phrase que je sais que ça ne sait pas de se citer, mais il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai écrite, c'est reculer pour mieux sauter dans le vide. Voilà. Donc, qu'entends-tu par cette phrase, en fait? C'est quoi? C'est le côté, quitte à y aller, autant y aller avec panache, même si on sait si on va perdre, ou c'est quoi? C'est plutôt un côté dans le vide, on recule dans le progrès, en fait, on arrive dans le néant. Qu'est-ce que vous exprimez dans la chanson? C'est un manque d'authenticité, une espèce de façon de complexifier toutes les choses. Et mieux sauter, mais tout complexifier, enfin tout complotiser, tout. Au bout d'un moment, ça va, quoi. C'est exaspérant, c'est-à-dire qu'on peut quand même ramener les choses simples à une simplicité inhérente à l'enracinement, tout simplement. Et dernière question, on la pose. Excuse-moi, Ellie, je suis un peu bavard. Non, pas de souci, vas-y. La place dans la tracklist de l'album et dans le vide en ouverture de l'album, est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était un peu Non, c'était histoire de montrer. Oui, mais en introduisant, de montrer un petit peu, quels étaient les tenants et aboutissants de mes propos. D'accord. Voilà. Bon, j'aurais d'autres questions à te poser, mais je pense qu'on va pouvoir passer à la pause musicale, sinon on n'a pas fini. Yes. De toute façon, vous nous avez fait un bon petit teaser, là, donc pour tous les auditeurs, tout de suite, une petite pause musicale avec la musique Dans le vide. À tout de suite. C'est la guerre que nous prépare l'Occident, camarades, pour le réveil il est temps.
C'est l'hiver que nous vendent ces marchands, des clôtures pour mieux garder les moutons. Dominique, nique la France, c'est pas ton problème. Mondialiste, oui jusqu'à outrance. Politique du blasphème, voter pour ces cons, c'est reculer pour mieux sauter dans le vide. Il y a la presse, la liberté d'expression, et puis le prisme de la télévision. Nous sommes libres de nos gestes, de nos actions, mais nos bouches sont couvertes de bâillons. Oui mais pas la mienne, promis c'est juré. Des combats, des poèmes, jusqu'à les faire plier. Juré. Je veux l'enfer et puis le sang. Je veux le silence pour ces gens. Jamais se taire même pour de l'argent. Je vous emmerde mon lieutenant. J'ai de la rage depuis longtemps, et le courage conquérant. T'as vu les ravages du temps, c'était mieux quand c'était avant. Ces deux blocs dont rêve l'Empire, ce démon, vers le choc des civilisations, détruire les valeurs de la nation. Si tu savais, tu les aimerais mes chansons. Y a la banque, les francs-maçons, la finance, et puis les Bilderberg, complotistes. Oui, si ça t'arrange, que reste-t-il à perdre? S'acharner sur le front, c'est reculer pour mieux sauter dans le vide. Libre-échange, le monde à ton image. Libre-échange, ma misère contre une cage. Gare à qui retournera sa veste. Y a des soupirs au bout d'une laisse. Laisse tomber ce dollar, celui qui t'a servi. Plus grand sous l'espoir, plus fort l'homme acquis. Promis. Je veux l'enfer et puis le sang. Je veux le silence pour ces gens. Jamais se taire même seul contre sang. Je vous emmerde mon lieutenant. J'ai de la rage depuis longtemps, et le courage conquérant. T'as vu les ravages du temps, c'était mieux quand c'était avant, 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 avant. Avis à tous et merci pour votre fidélité. On vient d'écouter du coup le morceau Dans le vide de l'album L'Armée du silence. On est toujours en compagnie donc de Christophe et Cargal. Du coup, pour reprendre cette deuxième partie d'émission, je voulais te demander ton avis à toi, Cargal, sur l'album, parce que alors t'es peut-être pas tout à fait objectif étant donné que t'es l'ami de Christophe, mais est-ce que tu peux nous dire quand même les morceaux que t'as le plus appréciés ou alors un peu moins Qu'est-ce que t'as ressenti qu'est-ce que t'as aimé dans cet album? Alors au contraire, Ellie, je vais te dire, je suis plus ou moins très objectif parce que en fait, quand j'ai connu Christophe, moi je vais pas mentir, hein,
la pop, la folk, la chanson en texte, c'est pas du tout mon truc à la base. Hein. Moi, je suis un métalleux, je suis une brute. Plutôt métalleux, ouais. Ça, moi, j'aime quand il y a des tripes, du sang, enfin, voilà, quoi. Donc, je veux dire, si Christophe, quand je l'ai connu en tant que musicien, s'il m'avait chanté ses chansonnettes et que je trouvais ça chiant, j'aurais dit, ouais, c'est sympa, ouais, c'est sympa, mais je ne me serais pas occupé. Or, là, je dois reconnaître, Christophe, en fait, depuis que je le connais, alors déjà, dans l'album, l'album est produit correctement, hein, je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans la chanson. J'ai pas trouvé une chanson plus faible qu'une autre, pardon, même si, bon, moi, les chansons qui me plaisent le plus, c'est les chansons politisées, hein. Même Regard de Braise est sympa, c'est festif, mais moi je préfère vraiment les chansons politisées, quoi. Mais ce que je trouve un vrai talent dans ce que fait Christophe, c'est que c'est très 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 difficile d'écrire des textes politiques sans sombrer dans le caricatural. Voilà. Oui, c'est vrai. Texte politique, enfin, on regarde Trust, antisocial, voilà, c'est antisocial, t'es perdu, enfin, c'est ridicule, quoi. Ça fait pitié, quoi. Et ce que j'ai adoré dans la façon d'écrire de Christophe, par exemple, c'est qu'il arrive à parler, à distiller du politique à travers du vécu, à raconter des histoires. Et en fait, le politique, il n'arrive pas avec ses grands sabots en mode, comme on peut entendre dans la scène Rack ou Oi, enfin, pas Oi, excusez-moi, les skins, pardonnez-moi, la scène Rack, qui est très typé Mohamed, voilà, tu m'as compris, quoi. Et je vais pas en dire plus. Parce qu'il faut être poli quand même. Et voilà, j'ai trouvé un vrai talent dans Christophe, dans sa façon d'écrire les textes, parce que écrire des textes politisés, sans sombrer dans le côté caricatural, sans sombrer dans le côté, comment dire, donneur de leçons, c'est très difficile. Et je trouvais que Christophe, dans ses textes ensemble, a réussi en fait à distiller du politique, mais sans oublier la musicalité et sans oublier la musicalité du texte et la musicalité tout court. Et donc je trouve que ça c'est une façon d'écrire en fait que je trouve superbe, quoi, parce que il n'y a rien de plus efficace et rien de plus difficile que de distiller des idées à travers un vécu, raconter une histoire et pas que le politique prenne le dessus, mais que la musique soit toujours en priorité. Or, Christophe, je trouve que à travers son album, a réussi parfaitement ça, en fait, à faire à la fois du politique et sans que ça prenne le pas sur la chanson et la musique. Donc, je trouve ça très bien. Alors, je finis juste vite fait. C'est moi, dans les morceaux préférés, bon, dans le vide, j'ai trouvé excellent. Mon morceau préféré de l'album, c'est le morceau éponyme, hein, L'arme du silence. Depuis le début, c'est un morceau que j'adore, quoi. Schizophrène est très bien. Paris brûle est très d'actualité actuellement. Ouais, moi j'aime bien aussi Paris brûle. Tout à fait. Télévision est assez intéressante aussi parce que ça montre le cheminement de comment on se dégauchise, comment est-ce qu'on la pilule rouge, la pilule bleue, hop, on est encore dans la télé et puis on commence à se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond et on sait pas trop encore quoi, mais on sent qu'il y a une couille dans le potage. Et donc j'ai bien aimé ce côté-là, cheminement de comment se dégauchiser. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'album en fait était assez homogène. J'ai pas trouvé de chanson plus faible qu'une autre. Honnêtement, bon, je suis peut-être pas objectif, mais je pense que je le suis. Christophe pourra confirmer, quand j'ai quelque chose à lui dire qui me plaît pas, je lui dis. C'est pas faux. Et donc, moi, honnêtement, tout ce que je pourrais déplorer en tant que fan de rock et de métal, c'est que j'aurais été pas contre un peu plus de guitare électrique, un peu plus de batterie et un peu moins d'acoustique. Mais c'est un album de pop folk acoustique, rock acoustique. Donc, à partir de là, je trouve que l'album est de très bonne facture. Je conseille à tout le monde de l'acheter déjà parce qu'il faut soutenir la cause dans le milieu. Enfin, si nous-mêmes on soutient pas nos artistes en sachant l'importance du combat culturel qu'on doit mener, récupérer le terrain dans le tout culturel. Donc c'est un très bon album, je le conseille à tout le monde pour peu qu'on aime un peu la chanson française, un peu le rock, ça plaît, c'est très bien. Et puis que dire d'autre, moi je l'écoute encore, hein, vous voyez, enfin moi je suis un fan de black metal, mais ça m'empêche pas d'écouter l'album de Christophe. Moi aussi, je suis un fan de black metal. Voilà. Je suis un fan moi je suis un fan de musique de brut, mais quand j'écoute l'album de Christophe, je prends un réel plaisir à l'écouter. Et pour avoir eu la chance de le connaître depuis un certain moment et avoir eu la chance, je peux dire le truc, d'avoir eu parfois l'exclusivité de certains morceaux avant qu'ils soient couchés sur album. C'est vrai. J'ai déjà passé des soirées où Christophe chantait, montrait la chose avec son épouse qui fait de la harpe. Je sais que il a réussi, tu vois. Il a réussi, malgré le fait que ce soit pas mon style de musique, à faire quelque chose de poignant qui me touche. Moi, je me rappelle de soirées où tu pourras confirmer, quoi, de soirées où tu as chanté Ma Bretagne avec Delphine, ton épouse, qui jouait de la harpe, où on avait tous les larmes aux yeux, quoi. C'est gentil. Ouais, c'est touchant, quoi. Et voilà, donc moi, je conseille vraiment à tout le monde cet album. C'est aussi pour ça que je fais de la musique. C'est-à-dire que quand je vois mon ami Kargal qui réagit
de façon lacrymale à un morceau. Non, mais ça fait toujours plaisir, évidemment. Non, c'est Oui, ça. bah évidemment, c'est pour ça, j'imagine que tu fais de la musique pour passer tes idées, mais aussi pour transmettre bah voilà, quelque chose qui t'écoute. Et puis ce que j'aime dans l'album Bien de sûr. Christophe aussi, c'est que malgré, comme on a dit, que ce soit un style de musique très épuré, donc guitare sèche, voix, donc c'est épuré, et ben avec sa voix, t'es pas une grande voix, t'es pas un ténor, t'es pas Lara Fabian, quoi. C'est clair. Tu vois, t'es pas un chanteur à voix. C'est Mais pas Florent Pagny. il arrive, Christophe arrive, il transporte des émotions à travers sa voix. Moi, je vois quand dans le titre, l'Armée du silence, quand t'arrives à la fin et que tu dis ouais, s'il faudra, on passera par les balles, mais moi j'ai le frisson, quoi. J'ai le frisson, j'ai le toit qui C'est le but. C'est le but. et il y a une espèce de côté dans les textes que j'ai beaucoup aimé, une espèce de côté un peu désespéré, un peu urgent, une espèce d'urgence dans les textes. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Évidemment. Devant le péril que vit notre civilisation, l'Europe, la Bretagne, la France, enfin tout, quoi, notre civilisation. J'ai trouvé une certaine urgence dans les textes, du genre comme un éveilleur de conscience pour réveiller, du genre réveillez-vous, c'est urgent là, et s'il faut, on reculera pas et on sera là. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là dans ton album et dans ta musique, cette urgence, ce côté Une violence presque désespéré, mais une violence, C'est une violence légitime face à ce qu'on subit et ce qu'on doit subir et ce qu'on nous matraque à longueur de journaux télévisés et compagnie. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un cri du cœur. Ouais. Donc en gros, moi personnellement, pour conclure brièvement sur la chronique de l'album de Christophe, je dirais, même si on n'aime pas forcément le style pop rock acoustique, c'est un album de très bonne facture, avec des textes intelligents, des textes bien écrits, avec des moments où franchement, malgré le côté épuré de la musique, on arrive à être transporté par à la fois la voix de Christophe, à la fois ses textes. Donc moi, je conseille à tout le monde, même les gros cons de black metaleux, d'acheter son album. Hein. Voilà. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Gal. Franchement, c'est pareil, à la base, je suis pas forcément fan de ce style de musique et en écoutant l'album, en le réécoutant et puis en écoutant les paroles qui sont vraiment, bah voilà, comme tu dis, profondes, engagées et puis qui prennent aux tripes, et je trouve qu'on s'y attache et puis on apprécie en fait, voilà, comme tu dis, toutes les musiques. Une à une. Alors du coup, je permets juste pour les auditeurs de leur préciser que donc il y a un certain nombre de titres qui sont disponibles sur YouTube que vous pouvez écouter. Mais évidemment, tous les titres ne sont pas disponibles et c'est pourquoi il faut acheter l'album absolument. Et pour info, donc vous pouvez l'acheter sur le site de Cro-Blanc qu'on vous communiquera, et puis aussi sur le site Dropzone 451 qui est la boutique officielle de la dissidence française. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Et pour les Parisiens, ils peuvent aussi le trouver dans la librairie française de Thibaut Chassé. Exact, tout à fait, j'avais oublié. Autrement, alors tant qu'on parle de musique et d'engagement, moi j'avais une question pour toi, Christophe, parce que c'est vrai que, comme l'a très bien dit Cargal, habituellement, quand il y a des musiques engagées, on va dire de notre bord, c'est pas tout à fait, c'est pas forcément très subtil, c'est parfois un peu violent, abrupt. Toi, t'essayes, je trouve, d'amener un peu de douceur là-dedans et c'est pas mal. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu penses des artistes, des autres artistes du milieu entre guillemets faf, tels que Amalek, Cro-Blanc, Larien, MC Amor ou encore les Brigandes dans un autre style. Qu'est-ce que tu penses de tous ces artistes-là? Mais écoute, je vais reprendre mot à mot ce que tu viens de me dire. Alors déjà, Amalek, qui est Pierre-Marie Payet, qui est mon ami, hein. C'est mon ami, voilà, qui est en prison pour des procès d'intention, c'est-à-dire parce qu'il a chanté la chasse aux PD et putain juif. Bref, il y a peut-être eu un petit CV un peu plus long à la base, mais malgré tout, il croupit dans les geôles républicaines pour ses méfaits. Pour ses idées, quoi. Donc c'est vrai que pour ses idées, voilà. Après, alors autant c'est mon ami, je sais bien qu'il s'est brouillé avec plein de personnes. Par exemple, moi, je pense que j'ai fait le grand écart d'avoir fait un Vive l'Europe avec mon ami Daniel Conversano, tout en soutenant auprès de Daniel Pierre-Marie Amalek, qui est mon ami et pour moi est une chose sacrée. Et voilà, donc je ne le désavouerai jamais. C'est comme ça.
Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Christophe. Je vais t'appeler Kevin. Je suis entièrement d'accord avec toi, Christophe. Alors, c'est vrai que pourquoi être Christophe, oui, effectivement, la fidélité en amitié, c'est quelque chose de très important pour toi. Après, ce que je voudrais rebondir, c'est par rapport à la question d'Eddie. Que penses-tu de la scène nationale, enfin, la nécessité plus au niveau musical. Oui. La nécessité. Trouves-tu nécessaire, par exemple, de devoir récupérer le terrain culturel? Que penses-tu de la scène nationale, des productions musicales qui sortent? Tout à fait. Je comptais développer. Tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi, le fait que tu aies eu un petit mot pour Amalek, parce que effectivement, il est ce qu'il est, mais il a un grand cœur. Je pense que le fascisme, c'est aussi soutenir ses amis dans les moments plus périlleux, enfin au moment où ils sont plus bas. Oui, absolument. Pour moi, c'est très important. Les nôtres avant les autres. Ça plaira pas à certains, mais peu importe. Moi, je ne peux pas me désolidariser de mes amis. Tu restes droit dans tes bottes, quoi. Voilà. Pour moi, du coup, je suis ami avec, une personne. Je suis ami pour la vie. C'est-à-dire, dès lors qu'il m'a pas chié dans les bottes, voilà. Et du coup, Christophe, par rapport à la scène musicale du mouvement, de la fachosphère, on va dire, comme disent les cons, que penses-tu? Est-ce que tu penses que ça a de l'avenir? Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses qu'on peut vraiment trouver un public? Est-ce que tu penses qu'on peut développer une scène musicale inhérente à nos idées? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que tu trouves qu'il manque de professionnalisme? Est-ce que ça manque d'investissement? Non, mais tu vois, d'un point de vue strictement du secteur artistique. Je vois tout à fait, et je vais te répondre très clairement. Déjà, je pense que dans ce milieu, même si j'ai beaucoup de personnes proches qui me soutiennent, qui achètent mon album, qui font des retours, qui jouent le jeu. Mais tu as des retours assez positifs en général, il me semble, généralement, c'est cool. Entre guillemets, une petite fat base, c'est très plaisant. Des gens en fait qui me donnent envie de continuer, tu vois, et de faire un second album. C'est important. On en parlera après. Beaucoup de reconnaissance envers ces personnes. Maintenant, si je retrace un petit peu ce qui se passe dans le... Alors déjà, moi, ça peut paraître très mégalo ou très égocentrique, mais je me vois pas d'équivalent. C'est-à-dire que... Oui, t'as un créneau, t'es tout seul, en fait. Bah ouais, mais j'ai pas pris ce créneau. Mais je ne vois pas vraiment. Alors, les Brigandes, par exemple. Ouais, justement, c'est ce que je voulais te demander. Ouais. Oui, tu vois, souvent, je trouve que dans le milieu national, je pense que la majorité des artistes, il y a beaucoup de rappeurs. Voilà, on citait plusieurs tout à l'heure. Et c'est vrai que toi et du coup, je cite aussi les Brigandes, vous sortez un peu du lot. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de leur style musical? Est-ce que tu penses que ça a de l'avenir, que t'aimes bien leurs chansons, t'aimes bien ce qu'elles font ou pas trop? Bah écoute, de façon objective, les Brigandes ont plus d'avenir que moi, puisqu'elles vendent beaucoup plus que moi. Et maintenant, en fait, moi, j'aime pas du tout, mais pour autant, je respecte et elles font des choses qui vont dans qui vont dans le sens de la. Dans le bon sens, ouais. Dans le bon sens. Est-ce que tu te verrais, Christophe, par exemple? Si moi, Est-ce que Christophe, par exemple, dans l'absolu, tu te verrais, pourquoi pas, jouer en première partie des Brigandes? Est-ce que vous serez capable de partager le même scène? Est-ce que vos univers musicaux sont compatibles ou est-ce que tu penses que vous... Écoute, moi, je les ai croisés sur le plateau de TV Liberté. Moi, ça me pose aucun problème dans le sens où elles défendent, je pense, la même cause. Voilà, et sont dans et puis en plus, tu me diras ton avis, mais aurait peut-être plus de... J'aime pas comme elles ont le droit de pas aimer ce que je fais. Oui, j'ai les goûts, les couleurs. Voilà. Au niveau de l'univers musical, et par exemple, tu serais quand même plus proche des Brigandes que du rap. En concert, par exemple, tu te verrais plus faire jouer avec un groupe style les Brigandes, c'est-à-dire avec des musiciens, ou plus avec des rappeurs, en fait, parce que c'est difficile, en fait, le rap a des codes à lui, c'est un univers bien à lui. Très honnêtement, à l'heure actuelle, je me verrais plus faire. D'ailleurs, j'ai fait un clip avec mon ami Larien. Donc un clip qui n'est plus en ligne pour des raisons. Bref. C'est censure. C'est la censure et le problème judiciaire, mais ce sont plus mes amis. Et du coup, tu sens beaucoup d'affinités, mais les Brigandes, je pense qu'ils me connaissent pas. Et si ils voulaient que je fasse un morceau avec elles, il y a problème, mais et du coup en fait c'est intéressant, c'est qu'en tant que musicien, parce que bon, moi je suis désolé pour mes amis rappeurs et désolé pour notre ami Cro-Blanc qui on a invité la dernière fois, mais moi je fais vraiment une différence entre musicien et rappeur. Et donc c'est à dire que toi en tant que musicien compositeur en fait
t'as eu un rapprochement vis-à-vis des rappeurs nationalistes. Qu'est-ce qui t'a plu, le fait de... Déjà, il y a plusieurs choses. Parce que si je pense à mon ami Larien, lui est batteur de formation. Donc, il a un sens de la métrique, même si la plupart des rappeurs, évidemment, pour qu'un rappeur fonctionne, il faut qu'il ait un sens de la métrique implacable. Voilà, c'est aussi qui me plaît. Plus leurs paroles. Voilà, moi, j'adhère beaucoup. Alors que je suis pas du tout rap à la base. Sauf que j'aime beaucoup ce rap-là, puisque ils ont une idéologie, des paroles qui me transcendent, enfin, qui me plaisent énormément. Et voilà, donc ça me plaît beaucoup. Maintenant, pour les brigandes, c'est vrai que c'est un sujet un peu délicat, parce que donc je te dis ce que je pense du fond de mon âme. C'est pas ma came du tout. Moi, je trouve pas ça bien. Tu vois, par le titre, le grand emplacement, je trouve ça très bien. Il y a des choses que je trouve très bien, mais c'est pas ma came. C'est pas ma came. Mais du coup, dans la scène, on va dire la scène artistique nationaux, on va dire pour essayer de résumer. Qui a parlé brigands des rappeurs nationaux? C'est ça, toi maintenant. Ouais, c'est ça, ça se résume assez vite, quoi. Ça se compte sur les doigts des mains, en fait, je pense. Des deux mains. Et du coup, comment vois-tu l'avenir de cette scène-là? Est-ce que tu penses que cette scène-là a un avenir en mode... Alors, je vais dire le fond de ma pensée. Moi, ma question, elle va être simple. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des groupes de musique politisés qui mettent, entre guillemets, les pieds dans le plat, en mode on est des groupes nationaux, des groupes patriotes, est-ce que c'est un avenir, ou est-ce que tu penses qu'il faut plus être en mode mindfuck, comme dit l'autre, en mode la jouer plus retors et essayer de s'intégrer dans la musique généraliste? Ou est-ce que tu penses qu'on peut développer une scène nationaliste avec des thèmes qui nous sont propres? Et je vais te répondre. Déjà, je vais te dire, mon deuxième album arrive et je vais monter un petit peu le niveau. Voilà. Et non, mais blague à part, cette initiative est bonne à prendre. Donc, je suis pas le genre de mec qui va bâcher les brigands ou n'importe quoi. Voilà. Si elles apportent leur petite pierre à l'édifice, ou voilà, je prends. Tu es dans une démarche d'union et d'unité. Exactement. Ouais. Pas de clash, mais d'union et d'unité. Ouais, d'accord. Bien sûr. Je pense vraiment que si on est tellement peu nombreux, qu'il faut prendre voilà, il y a des gens qui adorent les brigandes, qui me détestent, et l'inverse. Voilà, même s'ils sont bien plus connus que moi. Donc, je ne vois pas pourquoi j'allais dire, oui. Il n'y a aucune raison, tu vois, de tenter de les saborder, de tenter. Je dois tenter parce que pourtant, j'ai pas les armes pour les. Même Jérôme Bourbon n'a pas réussi. Alors, juste avant de parler peut-être du prochain album. Ellie, excuse-moi, je voulais juste dire une chose. Vas-y. Il y a une autre personne qui va arriver, qui va bouleverser un peu les codes. Mon ami Romain Guérin, que tu connais puisque tu as fait une émission avec lui, avec notre ami. Tout à fait. Et c'est une personne qui m'est très chère, vraiment très très chère. Bonjour à lui d'ailleurs. Oui, on l'embrasse. Et en fait, son album, j'ai eu le plaisir de l'écouter. Ça va être une tuerie. Et en plus, je serai sur 3 de ses morceaux. Bon, et je me place, ça n'a rien à voir, mais peu importe. Avec l'album de Romain Guérin qui se prépare, tu seras un peu moins seul au niveau du spectre musical. Parce qu'il est tout à fait dans ton délire rock. Là, pour le coup, je me sens moins seul. Je pense maintenant, on est deux. On disait tout à l'heure que je me sentais seul. Ben non, maintenant, il y a Romain qui est aussi. C'est une personne adorable. Et en plus, c'est vrai qu'il est intelligent, très, très intelligent. Du coup, vous serez deux dans le spectre rock. On a pour projet de développer des projets en commun. J'interviendrai sur 3 de ces morceaux sur l'album. Et voilà, donc moi j'ai vraiment hâte que l'album sorte. D'ailleurs, il y a un petit scoop avant. Ouais, petit scoop. Il y a un clip sur lequel un clip de Romain, un futur clip de Romain. Et comment s'est passée la rencontre avec Romain, la collaboration? Est-ce que c'était quelque chose de naturel? Et c'est lui qui est venu te chercher, ou tu es descendu du côté de Lyon? Je crois qu'il est en Romain, si je ne me trompe pas, dans la région lyonnaise. Es-tu descendu dans la région lyonnaise pour enregistrer en studio? En fait, le truc, j'avais lancé une proposition à Romain Guérin en lui disant, si jamais tu passes en Bretagne, passe me voir. Et c'est pas resté lettre morte. Il est venu au bout de 15 jours après, donc il vient, on a passé une soirée à la maison avec son épouse et la mienne. Et voilà, ça, je vais utiliser un mot très moche, mais ça a matché, on a dit. Bref, enfin, ça a collé directement. On a passé un moment incroyable, on a joué de la musique ensemble, on a fraternisé. Et voilà, donc on est revenu à l'essentiel. Et
Et voilà, maintenant, je sais que je compte parmi mes amis proches. Donc toi, tu es assez confiant sur le fait que la scène musicale, artistique, bon, plus musicale en ce qui nous concerne, tu es assez confiant que la scène musicale nationaliste patriote puisse se développer. Bien sûr, mais bien sûr. Attends, penses-tu que c'est une nécessité de développer ou tu penses-tu que c'est quelque chose de nécessaire de occuper le secteur Ah oui, artistique? je pense, évidemment. Et je pense qu'il faut se réapproprier la culture, c'est une évidence. C'est une évidence. Le trolling, ça a ses limites. Il faut faire des choses. Comme vous le faites. Voilà. Et il faut faire des choses. Oui, je suis plutôt d'accord, surtout que comme on l'a dit d'émission, il y a beaucoup d'artistes engagés qui sont à gauche. En fait, la majorité des artistes qui sont engagés sont à gauche. Et du coup, je pense que c'est quand même intéressant de développer justement une identité musicale à droite, patriote, identitaire, et puis voilà, d'arriver à imposer ça en France. J'ai juste une question pour toi, Christophe. Est-ce que aujourd'hui tu arrives à en vivre de ta musique ou pas? Est-ce que tu as un métier à côté? Et puis est-ce que ça serait pour toi l'objectif d'essayer de vivre de ça? Allez, écoute, très honnêtement, en fait, j'en parlais avec Kargal tout à l'heure. Le truc, si tu veux, c'est que bien sûr que non, j'en vis pas. Évidemment que non, j'en vis pas. En fait, c'est de l'investissement, c'est du patriotisme pur et dur. Et il n'y a pas de. Tu fais pas ça pour être blindé, quoi. Non, oui, c'est ça. Voilà. Et en même temps, si tu veux devenir riche, je te déconseille de t'engager politiquement très à droite. C'est pas possible. Sans blague. Non, Ellie, écoute. Pour te dire, en fait, moi, la problématique maintenant, c'est qu'en fait, pour mon deuxième album, parce que il y a 2 ans que mon premier album est sorti et j'ai envie de passer à autre chose, tu vois, et j'ai tout le substrat pour en faire un deuxième. Le problème, c'est qu'il faut dire un album, ça coûte de l'argent. Tu vois, bah oui, puis ça demande du temps, de l'argent, de l'investissement personnel. Bien sûr. Même si tous les titres sont quasiment prêts, il reste plus qu'à arranger les choses et tout, un peu de travail au studio. Mais du coup, je suis même un petit peu embêté parce que si je fais un Tipeee, il y a des mecs qui vont dire ouais, putain mec, pense qu'à la thune, t'es un juif. Non, mais c'est compliqué parce que franchement, il y a tellement de haineux. Bah oui, non mais voilà. C'est évident quoi. Alors que moi, franchement, tout ce que je veux faire, c'est juste apporter ma petite pierre à l'édifice. Enfin, avec ce que tu sais faire. Avec ce que je sais faire, apporter ma pierre à l'édifice. Et si tout le monde faisait ça, le milieu se porterait mieux. Justement, ne penses-tu pas le trolling à ses limites, quoi, ne penses-tu pas que, alors toujours dans le secteur artistique musical du milieu, ne penses-tu pas justement qu'on a vraiment besoin de professionnalisme, bien sûr, voilà, qu'on est très dans l'amateurisme pour l'instant, bien sûr. Et que le professionnalisme, ça a un coût. Oui, il faut de l'argent. C'est un coût. Un album, ça se presse, un studio, ça se paye. Et donc, ma question, Christophe, moi, c'est mais pourquoi ne fais-tu pas un Tipeee ou un truc de financement participatif? Tu viens de me dire que tu avais peur de passer pour un pingre, mais en fait, Étienne, tout le monde le fait. Je vais te dire clairement, si je lance un Tipeee ou un truc financement participatif, exactement, j'ai 2 craintes. C'est de passer pour un vieux feuge qui veut gratter du pognon. Voilà, c'est comme ça. Et surtout, très honnêtement, j'ai peur de me prendre un bide et de me ramasser genre 50 balles. Et de me rendre compte que personne ne suit. Il y a toujours des gens pour critiquer et tu vois moi je t'encouragerais plutôt justement comme te propose Kargal de faire un litchi, de demander un financement participatif parce que c'est normal, un album ça coûte cher, t'as pas forcément les moyens et tout ça. Et puis moi je trouve pas ça déplacé du tout parce que les gens s'ils veulent t'encourager, ils t'encouragent et puis voilà, et puis ceux qui veulent pas ils font pas et ceux qui critiquent ils restent à critiquer quoi. On n'est pas à côté sur la gorge aux gens pour faire des dons. On verra. Donc, mais c'est clair. Donc, je vais mettre en place un Tipeee. Tu devrais le faire. En tout cas, vous voyez, j'encourage les internautes qui nous écoutent. Si vous avez un avis sur la question, est-ce que vous trouvez que ça fait fudge de faire un Tipeee? Est-ce que vous trouvez ça plutôt bien parce que ça permet d'encourager l'artiste, etc. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires sous l'émission, que ce soit sur Facebook, YouTube ou SoundCloud. Donnez-nous votre avis et puis comme ça, on pourra te redire, Christophe, si nos auditeurs déjà trouvent ça bizarre ou pas de faire un Tipeee, quoi. C'est cool. Bon, en tout cas, ce qui est sûr,
excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y. vraiment, en fait, je pense faire partie de la catégorie des gens qui, si je fais un Tipeee, c'est vraiment pour faire avancer la cause, pour produire quelque chose. Pour produire quelque chose qui va dans le sens de nos idées. Ouais, mais évidemment. Pour faire un Tipeee, pour faire entretenir. C'est pas pour gagner de l'argent, parce que on gagnerait pas un centime. Moi, ce que je veux, c'est que l'album, dans l'idéal, l'album soit beau, soit fort, soit voilà. Oui, tu vas donner une chance à l'album d'avoir la production assez léchée pour que les chansons aient toutes leurs chances d'être au meilleur. Quoi, oui, mais Étienne, il y a quand même des gens qui pensent que quand tu fais un disque comme ça, tu gagnes de l'argent et compagnie. Moi, j'ai gagné 0 centime. Oui, c'est vrai. Voilà, Oui, c'est vrai. Faut le souligner. Là. Christophe n'a rien gagné pour son premier album. C'est juste pour la gloire. Mais Christophe. Non, pas pour la gloire, pour la cause. Non, pour la gloire, entre guillemets, c'est une expression. Ouais. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais je pense que de toute façon, l'engagement, voilà, je pense que, si je me trompe pas, toi, Christophe, tu vois plus ton album comme un engagement politique plutôt que, une façon de devenir richissime, quoi. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que sinon, t'aurais pas choisi cette voie-là, quoi. Bien sûr. Elie, en fait, pour te dire, moi, en fait, je vois mon album comme une pierre angulaire, c'est un peu prétentieux, mais quelque chose qui restera et que mes enfants, mes petits-enfants pourront voir et ils se diront, bah leur papa ou leur grand-papa, il aura fait quelque chose. Il sera pas resté comme un con à troller et à faire de la merde. Il aura fait ce qu'il pouvait avec voilà. Alors, tu vois, moi, je suis musicien, je fais ce que je peux. C'est-à-dire que voilà, je suis investi par une mission musicale et voilà. Mais je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Christophe. Moi, j'ai toujours pensé que en tant qu'artiste, en fait, qu'importe qu'on ait une large audience ou pas, ce qui compte, c'est de laisser une trace. Tu as voulu exprimer des idées, tu as quelque chose qui est dans les tripes. Ça me dépasse, si tu veux. C'est ça. Et puis, l'artiste, c'est quoi son truc? C'est d'arriver à exprimer ce qu'il y a dans les tripes, à le mettre en musique ou en peinture, selon le support. Et voilà, quoi. C'est laisser une trace plutôt que de. Complètement. Tout à fait. On est d'accord. Alors, inutile de continuer. Non, mais tu vois, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que moi, personnellement, en tant que militante, la dissidence française, mais en tant que militante nationaliste tout court, je trouve que le ressenti de l'engagement politique, il est pareil, en fait. On fait pas ça pour la gloire. Moi, je fais pas ça pour devenir ministre et avoir un salaire et une retraite de folie, parce que je pense que je le serai jamais, tout simplement. Mais je fais ça, pour laisser une marque. Par rapport à Chiappa, excuse-moi, t'es quand même largement au-dessus. Hein. Oui, bon, c'est sûr que si on compare à Chiappa, mais bon, 90% de la population française est au-dessus, je pense. C'est pas trop dur, quoi. Oui, c'est clair. Je sais pas si tu te rappelles, Elie, il y a un camarade qui nous est très cher, hein, Nicolas, tu sais de qui je parle, notre Nicolas national, qui m'avait dit une fois, notre engagement, c'est un sacerdoce. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Christophe. Bien sûr. C'est une vocation aussi. Ça dépasse. On le fait parce qu'on sent investi par une cause. Et voilà. Oui, parce que j'imagine que parce que j'aime ma France, parce que j'aime la Bretagne, parce que j'aime mon enracinement et parce que je veux ton peuple, ta terre. Exactement. Voilà. Il n'y a aucune autre prétention. Ne pensez pas, Christophe, qu'il faut en fait relativiser l'importance de ce qu'on voit sur Facebook, parce que justement Facebook est surtout peuplé de commentateurs et qu'en fait les commentateurs ont toujours un bon point ou un mauvais point à donner, mais qu'en fait si tu te bases que sur Facebook, tu fais plus rien et tu te tires une balle. Hein. Mais heureusement, la vie n'est pas Facebook. C'est même mon ami Romain qui m'a sorti une phrase. Alors j'étais pas la recycler aussi bien que lui m'a dit, mais on parlait des gilets jaunes et en fait, on parlait de l'inaction de ceux qui critiquent les gilets jaunes. Il m'avait dit, je pense que l'intelligence est née de ces branleurs qui cherchaient à légitimer leur inaction. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que voilà, et oui, forcément, les mecs, ils vont toujours trouver une excuse pour ne rien foutre. Oui, c'est vrai. Ah ouais, malheureusement, il y en a beaucoup. Effectivement, c'est notre chef adoré à tous, notre grand gourou Vincent Vauquelin. Enfin, je rigole pour le grand gourou. Arrête, parce que les gens ils vont croire. Mais Vincent m'avait dit une fois, alors je sais pas si ça va te parler, Christophe. Vincent avait parlé une fois de la théorie de l'homme orchestre que Dominique Vénère avait développée,
en disant que dans le milieu, malheureusement, en fait, c'était beaucoup de gens qui regardaient, qui laissaient. Enfin, il y avait une personne qui faisait tout le boulot, les autres qui regardaient. Ouais. Et donc, tant qu'il y a une personne qui fait le boulot, pas besoin de se bouger. Il y en a un qui fait tout le boulot, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est un peu malheureux dans ce milieu, quoi. C'est que on a besoin de toutes les forces. Cargal me permet de dire un petit message à l'ADF, les gens de l'ADF, à Vincent Boclin et tout. C'est que pour avoir rencontré à plusieurs reprises Vincent Boclin, toi aussi, Ellie, et tous les gens de l'ADF, c'est que la dissidence française est le parti le plus sain et le plus, le plus respectable. Bah, c'est très gentil pour tous ces compliments. Voilà, on a tous des défauts comme tout le monde, mais c'est vrai que on est. Enfin, tu me dis ce que t'en penses, Cargal, mais je pense qu'à l'ADF, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment honnêtes et qui font ça, comme on le disait tout à l'heure, un peu par vocation, pour essayer de changer les choses. Et puis, voilà, moi, si je devais dire un mot à ce sujet à nos auditeurs, souvent, je parle pas forcément de l'ADF dans Fréquence Europa parce que c'est pas le but, c'est la radio de la dissidence française, mais on n'est pas là pour faire de l'autopromotion tout le temps. L'idée, comme vous l'avez compris, c'est d'inviter des gens qu'on pense sincères et puis qui font des choses. Mais c'est vrai que je pense qu'à l'ADF, la majorité des militants sont vraiment engagés. Et voilà, et pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'apprécient pas l'ADF parce qu'ils ont une mauvaise idée de l'ADF, moi j'ai qu'une chose à leur dire, c'est franchement, venez nous parler, venez nous rencontrer et dites-nous pourquoi, qu'est-ce qui vous dérange à l'ADF, etc. Parce que nous, on est aussi preneurs justement parce qu'on a envie de toujours faire mieux et s'améliorer, quoi. Et donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, Cargal, si tu es d'accord avec moi, mais... Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Que les gens qui ont des a priori viennent juger sur place. Ouais, c'est ça. Et moi, alors je suis pas objectif parce que effectivement, je suis militant à ADF depuis un certain nombre d'années. Mais alors, les gens qui me connaissent et qui savent que je suis quelqu'un de vrai et sincère, croyez-moi, on est le mouvement le plus propre au niveau des financements et de la transparence, quoi. On n'a pas de réseau occulte, on gagne pas d'argent, c'est un sacrifice de tous les jours pour la cause, pour notre peuple, pour notre terre. Et donc, je vais pas trop faire d'autopromotion pendant 3 heures non plus, parce que c'est pas le sujet. Mais effectivement, je suis pas objectif, mais je pense que Christophe confirmera lors de cette rencontre avec nos camarades. Tout à fait. C'est qu'on est des gens, si je peux, on est des prolos, quoi. On est des prolos qui veulent changer les choses. Eliane, si je peux rajouter un petit mot. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc je réitère ce que j'ai dit sur l'ADF, parce que moi, je vous ai rencontré à plusieurs reprises. Et je veux dire, on juge un mouvement et un groupe sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont surtout. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un groupe uni, sympathique, motivé, désintéressé. Donc voilà, donc déjà, ouais. Et je voulais dire aussi que j'avais beaucoup de sympathie pour les groupes de Suavelos, là, qui font beaucoup de travail. Je sais au moment où je te parle, je suis avec un ami, Julien, que j'ai rencontré par rapport à Suavelos. Et voilà, donc moi je suis vraiment pour encourager toutes les forces vives. En fait, t'es pour la convergence des forces militantes et une union plutôt que la désunion et les flashs. En fait. Exactement. Mais je pense qu'à la DF aussi, on est plutôt sur cette longueur d'onde de dire, si les gens sont honnêtes et qu'ils font le taf, qu'ils y aillent, foncez, engagez-vous, essayez de faire de votre mieux avec toute votre énergie pour faire bouger les choses, dans le bon sens et dans le sens que vous pensez être bon. Et puis voilà, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le travail, sur faire avancer les choses, en fait, tout simplement. Bien sûr. Et vous le faites très bien. D'ailleurs, vous donnez la parole, donc voilà, c'est parfait. Et un petit conseil à Daniel Conversano aussi, s'il nous écoute. Salut Daniel. Voilà. On lui passe le salut alors. Et merci beaucoup. On va faire une deuxième pause. On va écouter un deuxième morceau qui a été aussi choisi par Christophe, qui s'appelle Paris brûle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. En fait, ce titre a un côté un petit peu, sans faire mensoral, mais un petit côté visionnaire. C'est-à-dire que, en fait, quand je parle de Paris brûle, en fait, je me rends compte que cette chanson colle parfaitement à l'actu des Gilets jaunes. Eh ben, c'est super parce que du coup, on est en plein dans l'actualité. Donc, on va écouter tout de suite la chanson Paris brûle.
Et on se retrouve juste après cette pause. Allez à tous. Je me lèverai, est-ce que je partirai, est-ce que j'aurai la trouille, loin du virtuel dans la foule? Vaudrais-je mieux que les autres? Serais-je Judas l'apôtre? Aurais-je des remords si je trahis, si j'implore? Le temps est proche, l'empire flippe comme un mioche, les masques tombent, les masses grondent. Des pavés, des projectiles, les agneaux deviennent hostiles. C'est la révolution, pas celle des francs-maçons. De la rage dans les âmes, y a tout qui brûle, tout qui crame. Paris prend feu, Paris prend feu. Je vous l'avais dit, c'est trop tard, c'est fini. La mainmise de Sion a fait plier la nation. C'est la jungle, je prends mon gun, oui mon flingue. J'ai trop crié au loup pour ne jeter que des cailloux. Œil pour œil, dent pour dent, nos ministres, nos dirigeants devront payer, devront payer. Il faut pendre les banquiers. Oui, l'usure est un péché. Ils ont ruiné le monde. Je veux mes mots glissent sur leur tombe. Aux armes, citoyens, le chaos c'est pour demain. Vos yeux sont toujours clos. Les résistants, les salauds. Est-ce que je me lèverai? Est-ce que je partirai? Est-ce que j'aurai les tripes d'un solide ou d'un pauvreté? Avis à tous, et nous revoilà pour la troisième et dernière partie
partie de cette émission. Donc, je remercie encore Christophe BZH d'être avec nous et puis Karigal. Pour cette dernière partie, je voulais qu'on parle un peu de politique, d'actualité politique, plus exactement, puisqu'on vient d'entendre Paris brûle. Et effectivement, comme tu le disais, Christophe, ça correspond plutôt bien à l'actualité avec les Gilets jaunes. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu penses de ce mouvement? Tout à l'heure, je crois que tu nous as dit que tu y as participé dès le début. Est-ce que tu y participes encore aujourd'hui? Et est-ce que tu penses qu'il y a une issue favorable qui peut se détacher de ce mouvement? Écoute, en fait, les Gilets jaunes, c'est un mouvement légitime, une colère du peuple qui m'a permis de me réconcilier avec le peuple de France, que je commençais à dénigrer. Et je me suis rendu compte, en participant à quelques actions sur les blocages de ronds-points et compagnie, je me suis rendu compte en fait qu'en fait c'était le peuple auquel j'appartenais, sans même parler en fait, on n'avait même pas besoin de parler de partis politiques, même si moi je suis un troll, donc j'en ai forcément parlé un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des gens d'extrême droite, l'ultra, comme on veut. Non, mais vraiment, je trouvais que les Gilets jaunes, c'est quelque chose qui donne du baume au cœur. Et on se dit, moi, je me suis dit vraiment, c'est pas perdu, quoi. C'est pas perdu. Les gens sont pas si cons que ce qu'on pouvait croire. Et voilà, quoi. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec l'analyse que tu fais. C'est vrai que je pense qu'on a tendance à critiquer assez facilement en disant mais de toute façon ça bougera jamais, etc. Enfin, du moins avant. Et en fait, les Gilets jaunes nous prouvent un peu le contraire. Après, est-ce que tu penses qu'il y a une chance pour que ça ouvre ou qu'il se passe quelque chose à la fin, en fait, que tu crois qu'il va y avoir une révolution ou alors que ça va vraiment changer les choses? Écoute, ce que je te dirais, c'est que je pense que depuis très très longtemps, on n'a pas eu de mouvement populaire, tu vois, de mouvement du peuple, du petit peuple qui s'organisait de cette façon. Et ce qui est certain, c'est que je participerai évidemment et je serai avec eux jusqu'au bout, quoi. Mais vraiment. C'est vrai, ce qui est intéressant avec les Jaunes, tu l'as souligné, c'est que depuis des mois, surtout sur les réseaux sociaux, on est dans la sinistrose, dans le côté, ouais, de toute façon, c'est foutu, le Wakanda gagne la Coupe du Monde, les Français sont des veaux, ils sont morts, ils sont finis. Et là, c'est vrai que ce qu'on voit avec les Gilets jaunes, c'est qu'on voit, comme on dit, la France périphérique, la France des campagnes, la France du pays On réel. voit le petit peuple qui se bouge, qui fait un truc, qui n'est pas sur Facebook pour une fois, et qui n'est pas en mode commentateur. Et c'est franchement, tous les trolls me cassent de plus en plus les couilles. Et là, pareil, ceux qui sont en train de dire oui, les Gilets jaunes, oui, mais c'est le Mossad, je sais pas quoi. Vos putains de gueules. Sans déconner, moi j'en veux, et je pense qu'il y a un truc qui s'est fait, c'est-à-dire que pour moi, un bon nationaliste, il a forcément participé une fois à une action des Gilets jaunes. Les autres, c'est qui la ferment, qui ferment leur putain de gueule. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Christophe, mais alors, c'est peut-être un point intéressant à développer, vous me direz votre avis. C'est que justement dans le milieu nationaliste qui est très puriste et très très éveillé en même temps au niveau de la connaissance historique, la Révolution, la République, etc. On a tendance à être très idéologue. Et or, je sais pas ce que tu vas en penser, Christophe. Je trouve que quand je vois moi des Français et des Françaises en train de porter fièrement le bleu, blanc, rouge, quand je vois le gars qui se fait piétiner par un escadron CRS, mais qu'il est piétiné, il est cassé en quatre, mais il a toujours son drapeau bleu, blanc, rouge. Je trouve que ces gens ont redonné du sens au drapeau bleu, blanc, rouge. Complètement. Je trouve ça très beau. C'est des images fortes, symboliques. Et voilà. Et il y a un truc très con, mais c'est qu'en fait, dans notre milieu, genre, il y a beaucoup de mecs qui vont se dire oui, mais des gars qui chantent la Marseillaise, ils se rendent pas compte, ils sentent un chant écrit par des francs-maçons. Non, mais au bout d'un moment, il faut se mettre dans la tête des gens. C'est-à-dire que ces gens-là, ils le font parce qu'ils sont réellement impliqués et réellement, ils veulent que ça change. Oui, puis moi, je suis avec eux. La Marseillaise et le bleu, blanc, rouge, même si à nous autres qui avons un peu de connaissances historiques, ça nous paraît républicain, etc. Moi, je pense, tu vas me dire si tu es d'accord, Christophe, c'est que pour le Français lambda, c'est les dernières choses qui le rattachent à la France. Bien sûr.
Ouais, Bien sûr. bah, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, Kargal, mais pendant notre assemblée annuelle qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, Oui. c'est ce qu'on dit en fait les participants parce qu'on parlait déjà des gilets jaunes et du fait que justement ils portent le drapeau bleu blanc rouge, ils chantent la Marseillaise. Alors nous, d'un point de vue, bah, comme tu dis, enfin anti-républicain, en fait, ça nous paraît très absurde, mais en fait. Bah, comme tu dis, c'est la dernière chose qui les rattache à la France, mais même pour nous, patriotes nationalistes, en fait, c'est aussi la dernière chose qui nous rattache à ces gens-là, en fait, au reste du peuple aussi. Exactement. Le drapeau, la Marseillaise, alors voilà, c'est critiquable, mais en attendant, si on n'a pas ça, bah, on est complètement détaché du monde réel, quoi. C'est ça. En fait, il faut être en accord avec le peuple de France. Et lui, Ouais. pour moi, je me répète, mais un gars qui va chanter la Marseillaise, il est pas en mode en train de se dire, oui, mais c'est un truc qui est écrit par les francs-maçons. Non, Bah c'est non. entre pointu et tout. Non, lui, il le fait. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'intention qu'il a. Et son intention, c'est l'intention de se rapprocher, d'être populaire, d'être français et d'être enraciné. Et c'est ça qui compte. Pour moi, en fait, Oui. c'est ça qui compte. Et ça fait chaud Bah, au et puis cœur. même, le drapeau, faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup de nos ancêtres qui sont allés se battre pour ce drapeau-là. Donc, enfin, on a beau Bien dire sûr, qu'il est bien sûr. républicain, enfin, ça reste quand même un symbole de la France, quoi. Tout à fait. Pas Tout à seulement de la fait. République, justement, quoi. Enfin, faut se le Bien sûr. réapproprier aussi, quoi, parce que. Je ne sais pas si tu seras d'accord, je ne sais pas si vous serez d'accord tous les deux. Peut-être que dans notre milieu qui est qui pense politique 24 heures sur 24, hein, on pense politique, on pense qu'à ça, quoi. Peut-être qu'on est trop dans l'idéologie. Enfin, je dis on est trop dans l'idéologie et à un moment donné, il faut se demander est-ce qu'on est là pour notre peuple ou est-ce qu'on est là pour défendre nos idées. Et C'est vrai. enfin, je pense que C'est très juste. C'est une très bonne distinction, bien sûr. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il il faut pas rester dans la branlette intellectuelle entre guillemets, voilà, en faisant que lire des livres, etc. Bien sûr, il faut en lire, bien sûr, il faut se cultiver, mais il faut aussi bouger, comme tu dis, Christophe. C'est important d'aller sur le terrain, de rencontrer les Français qui sont, bah voilà, gilets jaunes en ce moment, c'est l'occasion, quoi. Je pense qu'il faut rencontrer les nôtres, hein, puis même faire des maraudes, donner de la bouffe aux Français qui sont en galère, c'est important, quoi. C'est tâter le terrain, quoi. Bien sûr. Et toi, tu as participé à plusieurs actions du côté de Morlaix, c'est ça? Oui, alors en fait, moi j'ai fait avec ma femme, on a fait 2 blocages sur les ronds-points. On a sympathisé avec des gens. Moi, petit troll que je suis, j'ai de tâter un peu le terrain, savoir de quel bord ils étaient les mecs. Et ben, il y avait pas tant que ça de gauchistes. Hein. Il y avait quand même des mecs de droite qui étaient complètement d'accord avec ce que je pouvais dire. Et voilà, moi vraiment, ça m'a réconcilié avec le petit peuple de France. Et les gilets jaunes, je me répète, mais m'ont vraiment réconcilié avec la France d'en bas, que j'avais tendance à prendre pour des. Je, enfin, je commençais à me dire la France c'est de la merde, c'est des cons et tout. Non, 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 non. Je suis. Non, je pense que les gens sont pas tous idiots et puis comme on l'a dit tout à l'heure, la vraie rupture, c'est la rupture entre les citadins et le vrai peuple de France, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, bah, c'est assez logique dans un sens parce que dans les villes, c'est quoi? Les grandes villes de France sont à l'image de notre société, c'est-à-dire une société de service. Et or, les 90% de la France, c'est de la France rurale, périphérique, industrielle, c'est de la France productive. Les bâtisseurs contre les destructeurs, comme disait notre amie Céline. C'est ça. Et c'est vrai que dans les villes, en fait, d'ailleurs, c'est pas étonnant que dans les grandes villes, c'est là où les gilets jaunes ne marchent pas le mieux. C'est que les grandes villes, c'est une société de service. C'est pas les gens qui souffrent dans les grandes villes. Hein. C'est ça, c'est ça. Pour terminer sur les gilets jaunes, moi, je ne suis pas utopiste, mais je pense vraiment que c'est un mouvement il me fait vibrer. C'est un mouvement populaire qui me prend au cœur, qui me prend aux tripes, et je pense vraiment que en fait, c'est Kargal, enfin Étienne, qui avait sorti au tout début du mouvement des Gilets jaunes, il faut surfer sur les colères populaires. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire C'est que vrai. en étant enraciné nationaliste et compagnie, on ne peut pas squeezer ça, ignorer cette détresse. Bien sûr,
Et il fallait le faire. Et je pense que tout bon nationaliste qui se respecte doit avoir au moins fait une fois dans sa vie un mouvement auprès des Gilets jaunes. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le peuple. Et quelle prétention aurions-nous en squeezant le peuple, quoi. Ouais, je suis désolé, mais Tu as totalement raison. Moi, je le valide. Pareil, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Du coup, on est en janvier 2019, c'est le début de l'année. Est-ce que tu as des projets musicaux, artistiques pour cette année qui sont prévus, qui sont déjà peut-être en cours ou même finalisés, je ne sais pas. Ben écoute, oui, en fait, ce qui est certain, moi je veux que mon second album sorte en 2019. Ça c'est clair, net et précis. Il sortira, je sais pas comment il sortira, mais il sortira. Super, bah écoute, on a hâte en tout cas. C'est gentil. Mais il sortira, je sais pas de quelle manière, il faut que je le finance. Donc ben on verra, même par rapport à cette émission, on verra bien comment je pourrais le financer. Mais oui, je veux vraiment, vraiment donner une suite à l'armée des finances et continuer la lutte, continuer le combat, tout simplement. Et d'un point de vue strictement musical, puisqu'on là on parle de musique, hein, d'un point de vue strictement musical, peux-tu déjà nous dire à peu près quelle couleur aura l'album? Est-ce que tu vas faire un album dans la lignée de l'Armée du Silence, ou est-ce que tu comptes explorer d'autres univers musicaux qu'on n'a pas forcément connus chez toi? Alors en fait, oui, très bonne question. En fait, non, je pense donner une couleur bien plus musicale, bien plus métal, bien plus rock, bien plus punchy. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. En fait, je me suis présenté avec l'Armée du Silence avec la parole. Voilà. Maintenant, je veux donner une dimension plus musicale, plus travailler la musicalité. Voilà, la musicalité, injecter un petit peu de métal et de couilles et enfin, comment dire, de virilité instrumentale au successeur de l'Armée du Silence. Et après, moi, je trouve que c'est une bonne idée dans le sens où en fait, c'est vrai que alors, ce qu'on peut reprocher à l'album, hein, c'est que c'est que de l'acoustique. Alors, quelqu'un qui n'aime pas l'acoustique, il n'a pas aimé l'album. Bien sûr. Alors, si tu fais un prochain album qui est plus varié, bah, les gens qui n'aiment pas forcément l'acoustique vont dire ah, ça ressemble un petit peu à Muse, j'aime bien. Le but, c'est pas de draguer un autre auditoire, mais c'est juste moi, en fait, je me refuse à rester sur mes acquis, à refaire ce que j'ai déjà fait. Non, je compte évoluer, faire les choses. Et même un petit scoop, notre ami Kargal sera peut-être et sans doute présent dans la collaboration. À la basse. Ah, c'est intéressant ça. Bah justement, tu vois, j'allais te demander, c'était quoi tes collaborations prévues pour cet album? Est-ce que, bah justement, peut-être un morceau avec Romain Guérin ou Larien Bon, du coup, il y aura Kargal, exclusivité. Kargal sera forcément présent sur l'album. Larien, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Ok. Il y a également, comment il s'appelle, Jim. Jim, c'est un musicien qui fait du métal. Voilà, donc Jim, J2IM. Voilà, d'accord. Donc, j'invite nos éditeurs à écouter. Et voilà, ils googlisent. Donc, c'est un très très bon guitariste. Romain, alors, y a-t-il un et Romain Guérin, évidemment, bien sûr. Il sera également présent. Donc voilà. Et le reste, surprise. Donc en gros, on peut s'attendre à un album en fait un peu surprenant par rapport à ceux qui connaissent son premier album. Ouais. Un album un peu plus éclectique au niveau du spectre musical. Disons que ceux qui ont apprécié le premier album devraient trouver forcément meilleur le second. Parce que de toute façon, il ne faut pas rester sur ses acquis, comme j'ai dit. Donc là, on va monter un petit peu le niveau. Bon, bah super alors. As-tu des dates As-tu envie de faire des dates déjà? As-tu envie de faire des concerts? Alors oui, j'ai envie de faire des concerts et des dates, mais pour l'instant, j'ai pas de groupe officiel. Donc voilà, peut-être que tu en feras et peut-être qu'on en fera ensemble. Mais pour l'instant, non. Mais en tout cas, t'aimerais jouer tes morceaux en live, t'aimerais les défendre en live devant un public? Je pense que oui, c'est une évidence. Oui, c'est l'essence même d'un musicien. Exactement. Ouais. Je pense que pour un musicien, tu es musicien, le fait de défendre ses morceaux en live, c'est ce qui constitue l'essence même du partage musical. Voilà.
Ok, Voilà. super. Bah, en tout cas, écoute, je te souhaite beaucoup de réussite pour cette nouvelle année et puis pour ton album. Et puis aussi, pourquoi pas des concerts. J'espère qu'on pourra venir te voir en concert en Bretagne ou ailleurs. Je sais pas si tu as un petit Merci. mot à rajouter pour la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, etc. N'hésite pas à faire la promo, c'est le moment. Mais écoute, pour l'instant, il reste mes clips qui sont déjà produits sur la page de Cro-Blanc. Donc, on tape Cro-Blanc sur YouTube et on trouve mes clips existants. Sinon, j'invite les gens Il y a une page Facebook également. à venir sur ma page Facebook, Christophe BZH. Super. Bah, on va écouter un dernier morceau et puis bah, du coup, je profite aussi de cette émission pour peut-être dire aux auditeurs tout simplement votre avis sur l'album de Christophe si vous l'avez et puis aussi sur les morceaux qu'on a pu écouter au cours de cette émission. Le dernier morceau que tu as choisi, Christophe, si je ne me trompe pas, c'est le chant en fait du même nom que ton album, donc L'Armée du Silence. Est-ce que pareil, tu peux nous en dire un peu plus sur ce titre? Ouais, bah écoute, c'est le titre éponyme, c'est-à-dire que c'est le titre qui résume. C'est un petit condensé, de haine positive. Quand je dis de haine positive, c'est-à-dire que au bout d'un moment, il faut bien mettre en parole et en musique L'indignation. l'indignation, exactement. L'indignation et le pourquoi on est là et pourquoi je fais de la musique. Voilà. Ce morceau, en fait, j'exprime, c'est un cri du cœur, simplement un cri du cœur. Un cri du cœur. Et les mecs, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous et arrêtez de vous branler la nouille, arrêtez de troller. Faites quelque chose. Non, mais vraiment, faites quelque chose. La lutte continue, on est là, on sera toujours là, parce que de toute façon, le combat ne s'arrêtera jamais. Non. Voilà. C'est vrai. La victoire. Et le désespoir ne sert à rien. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'avoir participé. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Merci à Kagal d'avoir co-animé l'émission avec moi, toujours au top, comme d'habitude. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours aussi fidèles. N'hésitez pas à retrouver nos autres émissions, à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Instagram n'a pas encore de compte, mais vous pouvez nous suivre sur La Distance Française. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube pour écouter nos émissions et sur SoundCloud. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à très vite sur Fréquence Europa. Ave! Avec camarades. Ave! Il en faudra des clopes pour tenir le coup au milieu de ces salopes au garde à vous et maintenir son froc juste pour les rendre fous. Tous ces maçons en toc, ces diables fous. Si penser est un crime, je mérite la prison. J'aime trop chercher la rime de la raison. Ça va beaucoup trop loin, ça ressemble à un crime. Mon pays se transforme en putain de champ de ruines. Combien de temps encore devrons-nous subir l'invasion de ces porcs que j'aimerais tant voir mourir? Si mes propos sont durs, c'est qu'ils viennent du cœur. Je pisse sur les ordures qui salissent ma demeure. Allez, ouvrons les portes, oublions les racines. Notre culture est morte, qu'ils s'imaginent. De nos silences complices, à rire je vous invite. La violence et le vice viendront ensuite. Je sais bien que c'est voulu, qu'on peut plus faire grand chose. Mais foutu pour foutu, bien on explose.
On partira pas seul, devant Dieu je le jure. La rage et nos poings ne briseront pas que des murs. Vos bougies et vos cœurs, ça sert à que dalle. Pour protéger nos sœurs, on passera par les balles. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait se défendre. Comprenez mes amis, il faudra les descendre. Peut-être que demain, nous serons des millions. Peut-être qu'au matin, nous gagnerons.